À l'anniversaire de ma mère, tout semblait ordinaire. Et soudain, j'ai reçu un appel de ma fille de 10 ans. « Pars, tout de suite. »« Qu'est-ce qu'il se passe ?» ai-je demandé. Sa voix tremblait. « Sors de la maison. » Je lui ai obéi. Ce fut la dernière fois que je franchis le seuil de la maison de mes parents. 3 mois plus tard, ils me suppliaient de leur pardonner. Ce n'était qu'un anniversaire. Un de ces repas familiaux avec des nappes claires et des serviettes en papier. Maman avait préparé son fameux gâteau aux fruits, celui qu'elle faisait toujours quand elle voulait montrer « Je n'y ai pas passé des heures, mais personne ne fait mieux ». Papa racontait encore une de ses histoires usées sur le bon vieux temps. Camille, ma sœur, avait apporté des ballons et faisait semblant de ne pas avoir crié sur ses enfants toute la matinée. Tout paraissait normal, tellement normal qu'on finit par ne plus rien remarquer quand on vit à l'intérieur. Les mêmes odeurs, les mêmes voix, le même rythme, un peu de rire, un peu de plainte. Léa, ma fille, avait disparu, sans doute en train de jouer ou de lire. Sur la table, des petits gâteaux, du vin de table dans les verres, une musique douce en fond. Aucune scène, aucun cri, aucune tension dans l'air. Je ne pensais à rien. Je vivais simplement dans tout ça, portée par le courant, en silence, comme j'en avais l'habitude. Prends tout à la légère. N'aborde jamais les sujets lourds. Souris, même quand tu es épuisé. Joue ton rôle. Aujourd'hui, quand j'y repense, j'aimerais me secouer. Comment ai-je pu ne rien sentir? Ne rien voir venir? Mais à ce moment-là, je ne voyais rien. Au contraire, j'avais l'impression que tout s'apaisait, qu'un certain équilibre s'était installé dans la famille. J'ai même souri, 1 ou 2 fois, sans m'en rendre compte. Et puis le téléphone a sonné. Je l'ai sorti de ma poche et j'ai cligné des yeux devant l'écran. C'était ma fille. Étrange. D'habitude, si elle avait besoin de quelque chose, elle venait simplement me le dire. J'ai regardé autour de moi. Elle n'était nulle part. Peut-être à l'étage? Ou dans le jardin? J'ai décroché. « Hé, qu'est-ce qu'il y a ?» Et sa voix m'a frappé comme un coup de poing. « Pars. Maintenant. » Je me suis figée. La pièce vivait sa propre vie. Mais moi, je me suis arrêtée. L'air avait changé. « Que se passe-t-il ?» ai-je demandé. « Sors de la maison, s'il te plaît, tout de suite. » Elle chuchotait, la voix tremblante. Elle était terrorisée. Je me suis lentement levée. Mon esprit s'est vidé, puis un tonnerre intérieur a éclaté. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un lui a fait du mal? Elle est tombée? Il y a un inconnu? Je n'ai rien demandé de plus. Je suis simplement sortie. Pas un mot à personne. Pas un regard vers la table ou vers le sourire rayonnant de ma mère. Pas une pensée pour mes pieds nus. Je bougeais comme si mon corps décidait à ma place. Et moi, j'observais de loin. L'air dehors était tiède. Le jardin sentait l'herbe coupée et le parfum bon marché. Et je l'ai vue, ma fille debout sur l'allée, un sac sur l'épaule, les yeux plantés dans les miens. Elle ne pleurait pas, mais ne bougeait pas non plus. Mon cœur s'est arrêté un instant, puis tout a jailli d'un coup. J'ai couru vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? » « On peut partir? Je ne veux pas parler ici. Monte juste dans la voiture, » dit-elle. Je l'ai regardée, ses mains, son visage, la façon dont elle s'accrochait aux bretelles de son sac. Elle n'était pas blessée, mais semblait vidée. « Quelqu'un t'a crié dessus? » ai-je demandé. « Quelqu'un t'a dit quelque chose? » « Non, » répondit-elle. « Pas vraiment. Juste, pars, s'il te plaît. » J'ai hoché la tête. Ma voix refusait de sortir. J'ai simplement ouvert la voiture, je me suis installée et j'ai démarré. Nous sommes partis en silence. Pas vite, pas dramatiquement, juste disparus. Personne ne nous a vus partir. Et si quelqu'un l'a vu, personne n'a bougé. Elle regardait par la fenêtre. Je tenais le volant si fort que mes jointures blanchissaient. Mon esprit cherchait désespérément à combler le vide. Qu'a-t-elle entendu?
Qui l'a blessé? Qui l'a menacé? Sa grand-mère? Son grand-père? Tout était possible, et chaque hypothèse pire que la précédente. Je voulais l'interroger, mais je me suis tue. Nous nous sommes arrêtés sur le parking d'un ancien centre de jardinage, fermé depuis longtemps. Autour, le silence. J'ai coupé le moteur et je suis restée là. D'accord, ai-je dit doucement. Nous sommes seuls. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Elle n'a pas répondu. Je l'ai regardée. Ses mains reposaient sur ses genoux. Elle fixait toujours droit devant elle. Et, au bout d'une minute, elle a dit « Je ne veux pas y retourner. Ni chez mamie, ni chez papy, ni dans cette maison. Jamais. » J'ai eu le souffle coupé. Sa voix n'avait ni colère ni drame. Elle était posée, honnête, celle de quelqu'un qui avait déjà tout décidé et qui, enfin, le disait à voix haute. « Je ne comprends pas, » ai-je murmuré. Je pensais que tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle secoua la tête. « S'il te plaît, ne m'y ramène pas. » Je fixais le volant, essayant de relier les points, sans même savoir par où commencer. « Je ne t'y ramènerai pas, » ai-je dit enfin. « Je ne te ferai pas ça. » Et c'est tout. Elle n'a rien expliqué, je n'ai rien exigé. Nous sommes restés là, silencieuses. Moi au volant, cherchant ce que j'avais manqué, elle sur le siège passager, s'efforçant de rester calme. Je repassais la journée encore et encore. Chaque regard, chaque mot, chaque détail oublié. Rien. Et c'était ça, le plus terrifiant. Je n'avais rien vu. J'avais vécu dans cette maison. Je connaissais ces gens. Du moins, je le croyais. Mais elle avait vu quelque chose qui lui avait donné envie de fuir. Et je n'oublierai jamais le son de sa voix au téléphone. Comme si sa vie, et la mienne, dépendèrent de cette fuite. Mais avant ce jour-là, il y avait toute une vie qui nous y avait conduites. J'étais l'aînée de 2 sœurs. On pourrait croire que cela donne un certain prestige, une autorité, peut-être même un peu de préférence parentale. Pas dans ma famille. Chez nous, l'aîné, c'est le cobaye. Voyons ce que ça donne si on fait comme ça. À 15 ans, j'avais trouvé un emploi dans une boulangerie du quartier. Mes parents s'en réjouissaient comme d'un sacre. Pas par fierté, mais parce que je pouvais désormais aider à payer les factures. Ici, tout le monde met la main à la pâte, avait dit ma mère quand j'avais voulu m'acheter un jean. À 16 ans, je donnais déjà la moitié de mon salaire et je prenais des heures supplémentaires le week-end. Je me persuadais que c'était noble, que j'étais responsable, adulte. Puis ma sœur a eu le même âge. Aucun emploi, aucune pression, aucune discussion sur sa contribution. Elle dormait tard, faisait les boutiques avec ses amis, pendant que moi, je lavais la vaisselle jusqu'au coude. Un jour, j'ai demandé à maman, doucement, « Pourquoi ?» « Elle n'est pas comme toi, » a-t-elle répondu, comme si j'étais un modèle d'usine et elle, une poupée de porcelaine. J'ai avalé la remarque. Je ne voulais pas faire d'histoire. Et puis, tout allait plutôt bien, pensais-je. J'avais des projets, un avenir. Du moins, je le croyais. Je me suis mariée jeune. Trop jeune, sans doute. Mais je croyais être heureuse. Mon mari, Marc, avait ce charme doux et paresseux qu'on prend facilement pour de la simplicité. Mais c'était trompeur. Je travaillais beaucoup. Un bon poste, des horaires longs, un salaire correct, une réputation solide. Marc travaillait à mi-temps, disait qu'il voulait passer plus de temps avec Léa. Il disait aussi que j'étais meilleure que lui pour construire une carrière. À l'époque, ça m'allait. Je ne posais pas de questions. Je ne voyais pas à quelle vitesse le déséquilibre devenait la norme. Puis, tout a changé, lentement d'abord. Il est devenu irritable, renfermé, souvent sur les nerfs. Sa présence, c'était comme marcher sur du verre fêlé, pas encore brisé, mais chaque pas comptait. Et ça rejaillissait sur tout, sur moi, sur Léa. Pas de coups, pas de bleu, juste des cris, des portes qui claquent, de longs silences. Des menaces murmurées, assez discrètes pour être niées ensuite.
La dernière goutte fut la bouteille. Il l'a lancée à travers la pièce. Elle n'a touché personne, mais Léa était dans le couloir quand elle s'est brisée. Elle a sursauté si violemment qu'elle a laissé tomber sa tasse. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est fissuré. Je n'ai pas attendu la suite. J'ai pris un sac, ma fille, et je suis partie. Je suis revenue là où je n'avais jamais voulu revenir. La maison. Même si ce n'était déjà plus la mienne. Mes parents nous ont recueillis, mais dès le début, leur aide s'est changée en dette. Tout, du dîner à la remise en état de la chambre, s'accompagnait d'un rappel de ce que je devais. Je me sentais comme une invitée dans la maison où j'aurais dû être leur fille. En revenant, j'ai perdu mon travail. Gérer ce poste-là et la maternité seule était impossible. Procédures au tribunal, thérapie, école, un enfant qui sursaute au moindre bruit. Dans mon secteur, un mi-temps est une licorne. J'ai pris ce que j'ai trouvé, flexible, mais humiliant par le salaire. De quoi survivre? Pas de quoi vivre. Et sûrement pas de quoi entretenir qui que ce soit d'autre. Et c'est devenu un problème, parce que, pendant des années, j'avais été pour eux une source d'argent. Quand je gagnais encore bien ma vie, j'envoyais chaque mois de l'argent à mes parents. Je réglais les grosses factures, j'effaçais les petites sans rien dire. Je leur avais même payé du tout compris au Portugal, il y a 2 étés. Ils s'en souviennent encore comme du sommet de leur existence. Alors, quand les virements ont cessé, leur petit monde a vacillé. Pas beaucoup, mais assez. Ils étaient un de mes contents. À voix haute, rien, mais on le sentait dans les détails, dans la façon dont maman soupirait en regardant le ticket de caisse, dans la manière dont papa me rappelait 2 fois par semaine la facture d'eau, dans le fait qu'on avait soudain oublié de m'ajouter au groupe familial. Et la maison était pleine à craquer. Ma sœur et son mari y vivaient aussi. Leurs 2 enfants couraient partout comme des diablotins gavés de sucre, sans la moindre idée de ce que veut dire silence. En pratique, ils vivaient gratis, mes parents s'en occupaient, les gardaient, s'en vantaient. Et je me disais, si elle peut habiter ici avec tout son cirque, alors moi aussi, non? Mais non, dès le premier jour, j'ai vu la différence. Les dessins de ma fille ne restaient pas une journée sur le frigo. On retirait son assiette même si elle n'avait pas fini. Un jour, on l'a reprise parce qu'elle parlait trop, alors qu'elle venait de rire devant un dessin animé. Et ses regards? Pas de tout le monde, mais assez. Elle voyait tout, bien sûr qu'elle voyait. Elle a cessé de descendre, s'est accrochée à moi encore plus fort. Elle m'a demandé quand on aurait enfin notre maison. Je lui ai dit bientôt. Que c'était temporaire. Que la famille, ça sert à aider. J'y croyais. Jusqu'au jour où elle m'a appelé pour me dire de quitter la maison. Nous étions dans la voiture, sous un pauvre petit arbre, sur un parking désert, mes mains sur le volant, mais je ne démarrais pas. Enfin, j'ai redemandé, « Tu peux me dire ce qui s'est passé ?» Elle n'a pas hésité, pas cette fois. « Mamie, papy et ma tante ne veulent pas que je vive là-bas, » dit-elle. Ils parlaient. Moi, j'étais dans la salle de bain. Ils ne savaient pas que j'entendais. Je regardais droit devant en attendant la suite. Ils ont dit qu'ils voulaient me renvoyer chez papa. Que ce serait mieux pour moi, qu'ils ont un plan. Elle l'a dit comme on donne la météo. Rien de personnel. Je ne veux pas y aller, a-t-elle ajouté, le regard toujours tourné vers la fenêtre. Je ne veux pas être près de lui. Je me suis tue. Elle avait surpris leur plan, me l'arracher pour la rendre à l'homme dont je l'avais autrefois sauvée. Et moi, je n'avais rien vu. Petite, je croyais que la trahison faisait du bruit. Comme un surprise, lancé avec un couteau à la main. En réalité, elle chuchote. Parfois, elle se cache dans le carrelage d'une salle de bain et glisse à travers les cloisons fines. Et parfois, elle sort de la bouche de ceux qui t'ont élevée. Je l'ai regardée. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Elle n'a pas scié. Ils veulent que tu me perdes. Ils parlaient dans la cuisine. Et moi, j'étais dans la salle de bain. Ils ne savaient pas.
Je me suis figée et je ne l'ai pas coupé. Ils ont dit que tu perdrais la garde de toute façon, qu'ils peuvent accélérer les choses, que papa s'occuperait mieux de moi, et que si je retourne chez lui, tu pourras retravailler et les aider. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ils ont dit que ce serait mieux pour toi. Elle a hésité. Ils ont dit qu'ils pouvaient te glisser quelque chose dans tes affaires. Peut-être de la drogue, pour que tout paraisse mal. Puis, ils appelleraient les services de protection de l'enfance. Silence. Ils veulent pas me piéger? Elle a seulement hoché la tête. Ses lèvres étaient si serrées qu'elles blanchissaient. Tu es sûre? Ils l'ont dit, maman. Ils ont aussi dit que je fais trop de bruit, que je ne ferme jamais ma bouche, que la maison est trop petite, que c'était mieux avant, que tu ne sers plus à rien, et que lui a toujours été un meilleur parent que toi. J'ai senti quelque chose se déplacer, pas se briser, pas se fendre, juste se déplacer. Alors, j'ai pris ce que je pouvais, dit-elle. Un peu de choses, et je suis partie. Ensuite, je t'ai appelé. J'ai baissé les yeux vers son petit sac à ses pieds. Elle n'avait même pas oublié mon chargeur. Les larmes me sont montées à la gorge. Mais j'ai seulement tourné la clé et j'ai pris la route. Je n'y suis jamais retournée, ni pour des affaires, ni pour des explications, ni même pour une brosse à dents. Je suis allée directement chez Julien. On est amis depuis nos 10 ans. Jamais sortis ensemble, même pas essayé. Il fait partie de ces rares, presque mythiques personnes, le meilleur ami, toujours là, fiable, discret, avec toujours une brosse à dents de secours. Il a ouvert la porte avec une tasse de café à la main et une seule chaussette. « J'ai besoin d'un toit pour la nuit », ai-je dit. Il m'a regardé, puis a regardé ma fille, et s'est simplement écarté, sans poser de questions. Voilà pourquoi il est encore dans ma vie. Cette nuit-là, on a dormi sur son canapé. Léa s'est roulée en boule contre moi, trop silencieuse pour une enfant. Je fixais le plafond, comptais les tours du ventilateur et m'empêchais de crier. Mon téléphone a sonné 17 fois. Je n'ai pas répondu une seule. Au matin, j'ai essayé d'être normale. Je me suis coiffée, j'ai trouvé 2 chaussettes à peu près assorties, j'ai préparé le déjeuner de Léa et j'y ai glissé une serviette en papier avec un chat mal dessiné. Je l'ai embrassée sur la joue et j'ai dit « Tu es courageuse ». Elle a hoché la tête. Sérieuse, comme une grande. Tout son courage tenait dans ce petit geste. Nous sommes arrivés à l'école, et ils étaient là, bien sûr. Mes parents nous attendaient au portail, comme une petite mafia. Sauf qu'au lieu des costumes, ils avaient tué des sacs réutilisables, et cette politesse affichée qu'on sort quand on s'apprête à dire une saleté. Léa s'est figée. « Ça va aller », ai-je dit. « File en classe, je m'en occupe. » Elle a couru vers l'école et je me suis retrouvée seule face à eux. « Où étais-tu » a lâché maman. Pas de bonjour, pas d'embrassade, pas d'excuses. « Je pense que vous le savez », ai-je répondu. « Nous avons appelé toute la nuit », a ajouté papa. « Tu as disparu avec elle. »« Je n'ai pas disparu », ai-je dit. « J'ai emmené ma fille hors d'une maison où vous montiez un plan pour démolir ma vie. » Maman a cligné des yeux. « De quoi parles-tu » Je n'ai pas détourné le regard. Elle vous a entendu dans la cuisine préparer votre petit sabotage avec la protection de l'enfance. « N'importe quoi », a répliqué maman. Elle a mal compris. « Mal compris quoi ? Que vous comptiez me planquer de la drogue ?» Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Des taches ont fleuri sur son visage. « C'était théorique », a-t-elle marmonné. « Tu es épuisée. Tu n'as plus de travail. L'affaire de garde se présente mal. Tu fais de ton mieux. Je fais de mon mieux, et vous cherchez à m'enterrer. Juste parce que je ne finance plus vos petits plaisirs. » L'ai-je coupé. « C'est injuste, » a dit papa. « On t'a aidé. » J'ai ri, vraiment ri. Vous m'avez hébergé après que j'ai payé vos factures pendant des années, vous ai offert des vacances en Corse, et vous ai acheté cette foutue machine à café.
Les yeux de maman se sont plissés. Donc, c'est une histoire d'argent? C'est une histoire de loyauté, ai-je dit, que vous avez vendue contre de nouvelles vacances. On voulait le mieux pour elle, a dit papa. Vous vous disputez tout le temps, et lui s'entendait si bien avec elle. Il a balancé une bouteille contre le mur alors qu'elle était là, ai-je aboyé. Ce n'était pas un père. C'était une menace. Et vous le saviez? Maman a croisé les bras. Tu es trop émotive? Tu exagères? Ça suffit, ai-je dit. Arrêtez de tout retourner. Vous avez tenté de saboter mon dossier. Vous avez voulu m'effacer comme mère juste pour votre confort personnel. Le silence est tombé. Je les ai regardés tous les deux. Vous voulez du confort? Parfait, vous l'aurez. À partir d'aujourd'hui, je n'existe plus. Plus d'argent, plus de visites, plus rien. Ne dramatise pas, a dit papa. Je me suis retournée. Vous n'avez pas encore vu le drame, ai-je lancé avant de partir. Cette nuit-là, Julien m'a trouvée dans la cuisine. J'étais assise avec une tasse de thé à laquelle je n'avais pas touché. Ça va? A-t-il demandé doucement. Non, ai-je dit. Mais maintenant je sais à quoi m'attendre de leur part. Ma fille est sortie en pyjama, tenant la même serviette avec le chat mal fichu. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste assise près de moi et a posé sa tête contre mon bras. Je n'ai pas pleuré. Pas parce que je n'avais pas mal. J'étais juste trop épuisée. J'ai perdu mes parents. Ou peut-être ai-je simplement admis, enfin, que je ne les avais jamais eus. Mais je n'avais pas perdu ce qui était assis là, près de moi. Et je brûlerais ce foutu monde pour qu'on ne me l'arrache pas. On pourrait croire qu'après tout ça, j'aurais appris à me détendre quand tout est calme. Mais non, j'ai compris. Le silence, c'est seulement la trahison qui reprend son souffle. Des semaines ont passé, et nous n'avons pas eu la moindre nouvelle de mes parents. Pas de messages, pas de menaces, pas d'appels bizarres de cousins éloignés, juste le silence. Julien appelait ça la paix. Moi, un calme louche. Léa allait peu à peu mieux. Elle recommençait à dormir, à manger correctement. Elle s'est mise à dessiner d'étranges bandes dessinées, des loups qui combattent des serpents, et je ne posais pas de questions. Ces histoires finissaient toujours par la victoire du loup qui rentrait au terrier avec son petit. Ça me suffisait. Je vivais toujours chez Julien, je dis toujours, comme si un bail attendait ma signature et que je la repoussais. En vérité, il n'y avait rien. Rien de planifié, et Julien, Dieu merci, n'a jamais laissé entendre que nous restions trop longtemps. Il faisait des crêpes pour Léa, me versait un café et disait « Restez autant qu'il faut ». Et, pour la première fois, j'ai commencé à le croire. Puis, une offre d'emploi est arrivée. Un poste souple, bien payé, qui ne me forcerait pas à vendre mon âme, ni à renoncer à ma fille, juste pour pouvoir racheter du fromage de temps en temps. Je n'ai pas pleuré en l'apprenant. Au contraire, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai ri jusqu'à en tousser. Ce travail était le premier morceau de mon ancienne vie, la bonne part, qui revenait lentement. Et, évidemment, c'est là que j'ai vu les photos. Je ne cherchais même pas. J'ai ouvert Instagram pour vérifier si l'école de Léa n'avait pas posté des images de l'expo. Et elles étaient là, mes parents sur la plage, avec Marc. Marc, bronzé, le sourire de celui qui semble connaître le juge personnellement. Camille posait à côté, satisfaite comme un chat trempé, avec un cocktail dans une noix de coco, comme une pièce à conviction. La légende disait « La famille, c'est tout », fier de l'excellent père qu'il est pour notre petite fille, et autres platitudes. Je n'ai pas laissé tomber le téléphone. J'ai simplement fixé l'écran, je l'ai tourné vers Julien et j'ai dit « Voilà pourquoi il se taise ». Il s'est tu, puis m'a tendu un biscuit. C'est pour ça que je l'aime. 2 jours plus tard, un jeudi, les services sociaux sont venus. Ils ont frappé à 9h. J'ai ouvert pieds nus. Léa se brossait les dents et Julien, à l'intérieur, essayait de réparer un robinet qui fuyait avec la plus minuscule clé plate du monde. « Nous avons reçu un signalement »
a dit la femme au classeur, pendant que son collègue scrutait l'entrée comme si nous pouvions cacher de la menthe dans un pot de fleurs. Je n'ai même pas demandé qui avait appelé, je savais. De la part de vos parents, a-t-elle ajouté. Évidemment. Ils affirmaient que j'avais fui avec Léa, que j'étais instable, que nous n'avions pas de logement fixe, que je faisais entrer des hommes dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire Julien, qui était justement dans la cuisine à verser du jus. Ils ont regardé les pièces, posé quelques questions à Léa, ouvert le frigo, rien à signaler. Ils ont dit « Nous vous recontacterons en cas de suite nécessaire ». Et ils sont partis. Je leur ai dit au revoir sans la moindre émotion, poliment, comme à des livreurs. Puis je suis allée dans la salle de bain et j'ai fondu en larmes. Le lendemain, j'étais face à l'avocat, à le regarder tripoter sa salade en marmonnant « Marion, c'est sérieux ». J'ai compris. Ai-je soufflé. Il a expliqué que si mes parents témoignaient pour Marc à l'audience devant le tribunal de famille, désormais fixé dans quelques jours, cela nuirait gravement au dossier. « Ce sont des proches », a-t-il dit. « Ils te connaissent bien. S'ils brossent un portrait d'instabilité, ça pèsera. » Je l'ai regardé, il remettait sa cravate, et j'ai demandé franchement « Tu penses que je vais perdre ?» Il a soupiré lourdement « Non, si elle témoigne. » Cette nuit-là, Léa m'a demandé si elle devrait parler au tribunal. J'ai répondu « Oui, si tu veux rester avec moi. » Elle n'a même pas cligné des yeux. « D'accord », a-t-elle dit, et elle est retournée à sa BD de loup. Dans cet épisode, les serpents portaient des perruques de grand-mère. La salle d'audience sentait le désodorisant et le mensonge. Marc est arrivé raide dans un costume si dur qu'on aurait dit que le costume le portait. Mes parents sont entrés derrière lui et se sont assis juste à son dos, comme collés. Camille n'a même pas tourné la tête vers moi. Léa s'est assise près de moi, balançant les jambes de nervosité. Julien m'a adressé un léger sourire et a pris place. Calme, solide, comme un appui sûr. Le premier jour fut atroce. Mes parents ont témoigné que j'étais capricieuse et émotionnellement instable. Maman, comme toujours, a dit que j'étais trop sensible. Papa opinait, comme s'il jouait dans un film intitulé « Comment démolir sa fille en direct au tribunal ». Camille renchérissait « Marc est un père formidable », répétait-elle. Il reste à la maison. Il s'occupe de Léa. Il est toujours patient. J'ai eu envie de me lever et de hurler. Alors pourquoi, bon sang, je suis partie? Mais je suis restée assise, les ongles plantés dans la paume, pendant qu'ils esquissaient une caricature de moi. Puis ce fut au tour de Léa. Elle s'est avancée comme pour une présentation à l'école. Elle a regardé la juge, a désigné son père d'un signe de tête et a dit « Je veux vivre avec maman. Elle m'écoute. Avec elle, je me sens en sécurité. Elle ne m'a jamais crié dessus. » On lui a demandé à propos de Marc. Elle a hésité un instant, puis « Il se met en colère. Il jette des choses. Une fois, il a lancé une bouteille. Elle s'est brisée et j'ai eu peur. » Le silence est tombé. Puis, elle a ajouté « Je ne veux pas vivre avec lui. Je ne m'y sens pas en sécurité. » On lui a demandé s'il y avait autre chose ou quelqu'un d'autre qui l'effrayait. Elle a dit « Mamie et ma tante ont dit qu'elles voulaient que je vive avec papa et qu'elles allaient m'en faire en sorte que maman me perde. Elles ont dit qu'elles mettraient quelque chose dans ses affaires pour la piéger. » Silence total, assourdissant. Je ne pleurais pas, je ne pouvais pas. C'était comme si le vide m'aspirait. Mais l'univers n'avait pas fini sa mise en scène. À la pause, Marc est allé voir ma mère. Ils ont commencé à se disputer. Je n'ai pas entendu les mots, mais j'ai vu le geste. Sa main a saisi son poignet. Section brusque. Elle a retiré son bras. Papa est intervenu. Marc a explosé, s'est énervé et est parti. La dernière fois qu'ils ont été vus ensemble, mes parents ne sont pas revenus dans la salle. Plus tard, mon avocat m'a dit qu'ils avaient retiré leur témoignage et que nous avions assez de preuves. Nous sommes rentrés dans la salle et mon avocat a attaqué. Il a déroulé la chaîne financière, la voiture
les vacances, les avoirs cachés de Marc dont il n'avait pas parlé pendant le divorce. Tout collait, factures, virements, transactions. Il avait acheté leur loyauté, et quand l'argent a disparu, elle aussi. La juge s'est rangée de notre côté. J'ai obtenu la garde pleine et entière. Aucun droit de visite, aucun contact. Marc a quitté la salle rouge de colère et en sueur. Mes parents ne sont pas venus. Une semaine après la décision, leurs photos de plage ont disparu des réseaux. La voiture aussi. Le vernis s'était écaillé. Parfois, la famille est la leçon la plus difficile, ai-je dit en riant. Vraiment en riant. 1 an a passé. Parfois, je me réveille prête pour la guerre, puis je regarde. Julien ronfle dans l'oreiller. Léa est recroquevillée de l'autre côté avec son loup en peluche, et je comprends. On va bien. Julien et moi sommes devenus un couple, et ça m'étonne encore. Longtemps, je ne l'ai pas vu dans ce rôle. On se connaît depuis l'enfance, depuis l'époque où il mâchouillait des crayons de cire et jurait qu'il deviendrait pompier. Je l'avais rangé dans la case « Ami pour toujours » et j'avais laissé l'étiquette. Il s'avère qu'il m'aimait depuis des années. Un soir, entre un toast brûlé et un vin pas cher, il a avoué qu'il s'était tu pour ne pas gâcher ce qu'on avait. Et puis quelque chose a changé. Peut-être sa façon de soutenir Léa au tribunal, peut-être le fait qu'il n'a jamais essayé de me réparer, mais qu'il est resté là pendant que je m'effondrais et me recomposais. Ou peut-être le temps, ou tout à la fois. Ce soir-là, il m'a embrassée. J'ai répondu, et le monde a semblé un peu plus clair. Il prend soin de moi, encore mieux que je ne l'imaginais. Léa l'adore. Il construit avec elle des châteaux en carton, écoute ses théories de Louvre comme si c'était l'écriture, et la laisse gagner à Mario Kart 1 fois sur 2. Un jour, elle lui a dit « Je suis contente que tu fasses partie de notre meute ». Il a eu les larmes aux yeux dans le couloir. Il nie, bien sûr, mais je l'ai vu. Un jour, mes parents ont tenté une réconciliation. Ils sont venus un samedi avec de vraies crêpes, comme si l'odeur de la trahison venait avec le sirop. Ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas qui était vraiment Marc, et qu'on pourrait peut-être tout oublier et avancer. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Julien est sorti dans l'entrée, les a regardés droit dans les yeux et a dit « Il faut partir maintenant ». Léa a passé la tête par la porte et a hoché la tête, comme un renfort. Ils sont partis. Depuis, silence. On m'a rapporté que c'était dur pour eux. Financièrement, c'est compliqué. Certains proches, de vieux amis, ont coupé les ponts. Il faut croire qu'essayer de piéger sa propre fille pour une nounou gratuite et des vacances en plus ne rend pas populaire au club de bridge. Et moi? Je vais bien. Mieux que bien. J'ai un travail stable que j'aime, une fille qui rit dans son sommeil et un compagnon qui m'offre un sentiment de sécurité que j'ignorais jusqu'alors. Ce n'est pas parfait, mais c'est à moi, et je me battrai jusqu'au bout pour le garder.